Tu m'as piqué l'idée, hein. J'allais poser cette question justement. Mais j'en poser trois, comme ça je vais te laisser. Et ensuite on va donner un peu la parole à la salle. Si tu permets, j'ai trois questions, malentendus, trois zones de perplexité qui me rendent perplexe. Donc je les partage avec toi. Première question, je trouve que tu vas trop vite. Je me permets, hein. Tu vas trop vite quand tu dis que la comparaison ne t'intéresse pas. C'est-à-dire que l'approche comparative tu n'accordes pas, tu exclus la dimension comparative de ton travail. Je suis plus précis. Bon, tu exclus cette dimension, elle est quasiment inexistante dans ton travail. Elle est inexistante et je le remarque. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que j'ai bien entendu cela. Mais tes arguments, je trouve que tu vas trop vite dans tes arguments. Je pense que je vais te dire pourquoi. Je pense que tu vas trop vite et moi, vu de l'extérieur, le profane que je suis, quand il lit ça, il se dit non, on a besoin d'autre chose. Pourquoi? Je vais t'expliquer tout bêtement. D'abord, pour une raison première, qui est une sensibilité que moi j'ai, je suis extrêmement attaché à l'approche qui a été développée par Paul Veyne dans son discours inaugural au Collège de France, dans lequel il célèbre les vertus du comparatisme en disant précisément que le comparatisme est ce qui permet de mettre en avant les effets de contraste. C'est-à-dire qu'on arrive à saisir la spécificité ou la singularité d'une évolution grâce à l'approche comparative, alors qu'on pourrait penser le contraire. Donc ça, j'y suis, mais ça n'a rien à voir avec ton sujet, mais j'y suis déjà, j'ai des prédispositions à être non, pas du tout, à être séduit par l'approche de Veyne, qui pour moi est importante dans un autre domaine, d'accord? Oui. Mais je pars avec ce préjugé. J'ai un préjugé, c'est que je suis sur ce plan très proche de ce que dit Paul Veyne. Alors maintenant, je rentre dans. Non, attends, il faut que je termine mon raisonnement. Il faut que tu aies tout mon raisonnement. Alors moi, alors donc je pense que par rapport à ton travail, faire ressortir la dimension, la virilité dans le monde musulman. Et la spécificité de cette virilité, de ces traits particuliers, qu'est-ce qu'elle a de particulier dans le monde musulman, qui la distingue de la virilité par ailleurs. Parce que toute la question, c'est qu'il y a un universalisme de la virilité. D'accord? Je sais bien qu'elle le dit. Je ne dis pas qu'elle ne le dit pas. C'est précisément parce qu'elle le dit que je ne suis pas satisfait. Si elle ne le disait pas, ça serait plus grave. Elle le dit. Moi, j'attendais, pour être clair, alors j'attendais d'avoir déjà... J'ai pas envie de lire les 3 tomes de Corbin sur l'histoire, la grande histoire mondiale de la virilité, mais on rentre directement, j'ai envie d'avoir quelques éléments. Donc c'est très subjectif, j'ai envie d'avoir des éléments pour positionner, pour arriver à lire, d'accord, la particularité, les traits particuliers, les attributs propres à la virilité dans le monde, dans l'Orient musulman, par rapport à ce qui existe par ailleurs. Voilà. D'autant plus qu'on sait très bien l'histoire de la vérité, elle commence au moins à l'Antiquité grecque. Non, j'ai pas fini. Ça, c'est la première remarque. J'en ai une deuxième. La deuxième remarque que j'ai à faire, c'est beaucoup plus contemporain et plus basique. C'est quand tu dis la montée de l'islamisme, je te cite, exprime plus un regain de virilisme qu'un réveil de la foi. Bon, ok. On peut discuter sur plusieurs plans. Mais déjà, j'ai une question, moi, à la base. Par rapport à cette affirmation. C'est de savoir, est-ce que le fait que les attributs de la virilité occupent une place prépondérante dans l'organisation du pouvoir, dans les rapports sociaux, dans les sociétés musulmanes, la première partie et la part de la deuxième partie. Pourquoi je dis cette question? Parce que moi, tel que je le vois, pour moi, par rapport à la problématique de la virilité, l'islamisme n'est qu'une variante particulière de cette mise en scène d'un virilisme qui existe par ailleurs. D'accord? On est d'accord là-dessus. Bon, non, ok. Donc ça n'épuise pas le sujet. C'est-à-dire que la question de la virilité n'est pas le facteur englobant qui explique la montée de l'islamisme. Il est un élément fondamental, clair, mais c'est sa capacité explicative qui me gêne, moi, un petit peu.
Alors peut-être que j'ai mal compris, d'accord? Moi, je comprends pas ce que tu comprends. Tu comprends ce que je comprends? Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai compris, ou j'ai mal compris sans doute, que tu imputais, d'accord, à cet ethos viriliste dans le monde musulman, d'accord, tu lui imputais les attributs de la causalité. C'est-à-dire que c'est cet ethos viriliste dans le monde musulman qui explique la montée de l'islamisme. Non, mais j'ai peut-être... Attends, non, moi c'est ce que j'ai compris dans la lecture. J'ai compris que c'était ça. C'était parce qu'il y avait cela qu'il y avait la montée de l'islamisme. Il y avait un lien de causalité. Or, on peut constater cette réalité, mais on peut discuter du lien causal, de la nature du lien causal. D'accord? Voilà. Peut-être que j'ai mal compris. Donc tu vas me dire que tu as mal compris. J'ai pas compris. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris, alors j'ai mal compris. Voilà. Vas-y. À toi. Bon, alors la première question.